Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, succession du président Jacob Zuma à la tête de l'ANC en Afrique du Sud. Le vice-président Cyril Ramaphosa se dit prêt à lui succéder. Il va devoir faire face à une candidate de poids, Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Poursuite du congrès annuel de la ZANU-PF au Zimbabwe. La guerre de factions s'est intensifiée entre les différents groupes qui veulent succéder au président Robert Mugabe. Nous verrons que cette rencontre met en avant les profondes divisions du parti. Le TER arrive au Sénégal. Le président Macky Sall a inauguré ce mercredi 14 décembre le lancement des travaux du train express régional. Ce moyen de transport supplémentaire d'une capacité de 500 places va desservir 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 km/h. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a de nouveau annoncé qu'il était disposé à succéder au président Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Dans un an, le parti majoritaire devra élire son président qui le représentera à la prochaine élection présidentielle en 2019. On fait le point avec Corinne Kandem. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a de nouveau affirmé qu'il était prêt à prendre la tête de l'ANC. Le parti majoritaire devra élire son nouveau président en 2017. Celui qui succédera à l'actuel président Jacob Zuma représentera l'ANC aux élections présidentielles de 2019. S'il obtient assez de soutien au sein de son parti, Cyril Ramaphosa se dit disponible à assumer cette fonction. Notons qu'en novembre, le COSATU, la puissante confédération syndicale sud-africaine, a ouvertement apporté son soutien au vice-président, stipulant qu'il était le candidat idéal pour mener l'ANC au terme du mandat du président Jacob Zuma en décembre 2017. Personne à l'ANC ne se lève et dit « je veux être le président ». Des gens viennent vers vous et vous font savoir qu'ils souhaitent vous voir diriger le parti. Comme quand on m'a demandé de devenir le vice-président. Je vais écouter les voix des personnes de toutes les branches de l'ANC dans le pays, celles qui souhaitent ou non me voir occuper ce poste. Quand elles seront prononcées, alors je dirai que je suis disponible. Ça serait un honneur d'être sollicité pour occuper ce poste clé. Je suis disponible pour servir l'ANC. Celui qui seconde le président Jacob Zuma à la tête de l'ANC depuis 2012 devra faire face à une candidate de poids en la personne de Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Si elle ne s'est pas encore déclarée officiellement dans la course à la tête du parti au pouvoir, elle peut néanmoins déjà compter sur le soutien de la Ligue des jeunes du parti, de la Ligue des femmes et éventuellement de son ex-mari Jacob Zuma. Ce que les militants de l'ANC souhaitent aujourd'hui, c'est véritablement un candidat qui se démarque totalement de Zuma, donc qui, dans ses prises de position, affirme clairement ne pas partager ce qu'a été la gestion publique sous Jacob Zuma. Ce qu'il faut comprendre clairement, c'est que Nkosazana Dlamini Zuma fait la continuité de la politique de son mari. Et aujourd'hui, c'est cette politique que les gens n'en veulent pas. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui vouloir le changement et se dire finalement que c'est Nkosazana Dlamini Zuma qui serait ce changement-là. Donc, il a toutes ses chances parce que le changement est apporté. Il a toutes ses chances parce que Dlamini Zuma n'incarne pas le changement que les Sud-Africains souhaitent de façon générale. Pour l'heure, le vice-président Cyril Ramaphosa avance de manière prudente. Récemment, il a été critiqué pour son silence concernant les récents scandales qui entourent l'actuel chef d'État. 11 militaires ont été tués dans une attaque à Nassumbo, dans le nord du Burkina Faso, ce vendredi matin. D'après un communiqué de l'armée, l'attaque a eu lieu ce 16 décembre aux environs de 5 heures du matin. Une quarantaine d'individus non encore identifiés et lourdement armés ont attaqué le poste militaire de la localité située à 45 km au nord de Djibo et à une trentaine de kilomètres de la frontière malienne. Rappelons que le nord du Burkina est en proie aux attaques récurrentes des terroristes. À début octobre, 5 militaires avaient péri à Intagom, près de la frontière malienne. C'est la ville de Masvingo, à un peu plus de 250 km au sud de la capitale zimbabwéenne Harare, qui abrite actuellement le congrès annuel du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Lors de cette rencontre, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déploré les combats de factions qui ont caractérisé son parti ces dernières années. Il appelle ainsi les cadres du parti à l'unité, comme nous l'explique Deo Gracia Sekpodo.
Entamé mardi 13 décembre 2016, le congrès annuel du parti du président Robert Mugabe, la ZANU-PF, prendra fin le 18 décembre 2016. Un congrès qui se tient dans un contexte tendu marqué par de multiples querelles intestines qui semblent affaiblir le parti présidentiel. Pour plusieurs experts, ces divisions qui sont parfois affichées publiquement peuvent être interprétées comme une incapacité du chef de l'État à garder son emprise sur le parti et à concilier ses troupes. Depuis quelques années, deux principaux clans se sont formés, notamment celui des proches du vice-président Emerson Mnangagwa, qui comprend une partie de l'armée et des services de renseignement, puis un autre clan surnommé le G40, composé essentiellement de jeunes leaders. 2016 has been quite disturbing too. Pour notre parti, 2016 est une année assez difficile. Nous avons échoué en tant que dirigeants dans notre rôle de faire preuve de maturité et de discipline. C'est ce que les membres attendent constamment de nous. The high levels of maturity and discipline expected of us at all times. Pour le compte de ce congrès annuel, environ 7000 cadres de la ZANU-PF se sont retrouvés pour discuter des problèmes qui minent leur formation politique. L'économie zimbabwéenne est aujourd'hui au plus bas et les tensions sociales demeurent très fortes à travers le pays. Le président Robert Mugabe, qui devrait être désigné une nouvelle fois candidat à la présidentielle de 2018, joue la carte de l'apaisement. Nous ne devrions jamais écouter nos détracteurs. Nous ne devrions pas permettre d'être utilisés comme des pions par ceux qui cherchent à faire avancer leur ambition personnelle, au lieu de servir l'intérêt général du parti et du peuple. Parmi les nombreuses interrogations qui suscitent des tensions au sein de la formation politique, la question de la succession du président Robert Mugabe. Certains soupçonnent le leader zimbabwéen de vouloir positionner sa femme nommée récemment à la tête de la Ligue féminine du parti. D'ici là, la ZANU-PF va sans doute s'atteler à aplanir ses divergences internes et défier l'opposition qui, elle aussi, de son côté, se mobilise pour mettre fin à la suprématie du parti présidentiel. Aux Comores, la loi de finances 2017 a été rejetée à l'Assemblée nationale ce mercredi 14 décembre. Pour le gouvernement, c'est un choc puisque le refus ne vient pas de l'opposition mais des députés issus de la mouvance présidentielle. La majorité des 2/3 n'a pas été atteinte. Avec cette loi, le ministère des Finances prévoyait d'atteindre près de 160 millions d'euros de recettes internes sur l'année à venir. Les députés alliés demandent une révision de certains points. Les débats vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé ce mercredi 14 décembre au lancement de la première phase des travaux du projet du train express régional. L'objectif est de désengorger Dakar, la capitale et ses environs. Ce joyau d'un coût global de 568 milliards de francs CFA sera livré en janvier 2019. Les précisions de Birama Saonara. D'un coût global de 568 milliards de francs CFA, la première phase du projet TER au Sénégal s'étendra sur 36 km. Le train express régional portera sur un linéaire total de 55 km et desservira 14 gares entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne en passant par Diamniadio. Ce projet, premier du genre en Afrique de l'Ouest, sera réalisé grâce à une contribution de plusieurs institutions financières, dont la Banque africaine de développement. L'objectif de cette nouvelle infrastructure est d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise et ses environs. Le TER répond à une nécessité impérative de désengorger Dakar et ses environs. Deuxièmement, le TER répond à un besoin logique de mieux connecter Dakar, le pôle urbain de Diamniadio et le pays profond. Enfin, troisièmement, le TER répond au rendez-vous de la mise en service l'année prochaine de l'aéroport international Blaise Diagne. Avec une vitesse maximale de 160 km/h, le train express régional reliera le centre-ville de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne dans la localité de Diass en 45 minutes. Il a une capacité de 500 places et pourra transporter jusqu'à 115 000 passagers. Le train sera sur un mode électrique et thermique. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide
et à écartement standard. Le premier en Afrique de l'Ouest, j'allais dire en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique. Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement. L'inauguration de la première phase de cette infrastructure est prévue pour le 14 janvier 2019. Les futures étapes de ce projet sont les villes de Saly, Mbour et Thiès. En outre, le chef de l'État sénégalais a réaffirmé sa volonté de relancer le chemin de fer Dakar-Bamako, un projet qu'il considère rentable pour l'émergence économique du Sénégal. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en œuvre des réformes dans le secteur des médias, notamment dans le cadre de ses relations avec la presse. Réformes diversement appréciées par les acteurs des médias. Les précisions dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Commentaire Déo Gracia Sekpodo. La réglementation des relations entre l'exécutif et les médias au Bénin continue d'alimenter les débats. Le gouvernement du président Patrice Talon a élaboré une nouvelle approche de communication et de relations avec les médias. Objectif, réguler la communication émanant de l'État. Il s'agit entre autres de la suppression des cellules de communication au sein des ministères, de la mise en place d'une direction de la communication centrale à la présidence de la République et de l'arrêt des contrats de la presse écrite avec les ministères sectoriels. Avant, il y avait une anarchie au niveau des contrats. Il y avait une anarchie où ça se signait à la tête du client sans aucune base juridique, sans aucune base de qualité ou autre. Il suffit que quelqu'un soit nommé SECOM pour créer son journal. Il suffit qu'on soit proche d'un ministre pour créer un journal et qu'on bénéficie des contrats de ce ministère. Et donc, c'est là que la décision du gouvernement de ne pas continuer avec ces contrats, d'une part, est une bonne décision. Parce qu'au finish, ça permet de savoir quels sont les journaux qui ont le background ou quels sont les médias qui ont le background, qui ont la capacité de pouvoir résister et de pouvoir exister en l'absence de cette manne financière publique. Les réformes sont diversement appréciées par les acteurs. De nombreux observateurs estiment que l'arrêt des contrats de communication gouvernementale a impacté négativement les finances de la presse écrite. Beaucoup de titres ont d'ailleurs disparu. Aussi, certains acteurs de la presse portent des réserves sur la centralisation des informations au niveau de la direction de la communication à la présidence de la République. La direction de communication, ça c'est un fait. Mais le hic et le nœud gordien de ça, c'est une sorte de centralisation de l'information au niveau de son structure. Ce qui à la longue pourrait être gênant. À la fois pour la structure elle-même, qui risque de ne pas être efficace, et aussi à une sorte de pluralité de l'information qu'on aurait souhaité et qui serait mise en branle par cette sorte de centralisme. Le gouvernement communique et vulgarise depuis près de 2 mois ses actions via les réseaux sociaux. Rappelons que selon le décret de création de la direction de la communication à la présidence, un point focal communication des cabinets ministériels en relation avec la direction du palais de la présidence doit être opérationnel malgré la suppression des cellules de communication. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.